Alec Castonguay, Michel Cog, Sami Aoun, spécialiste du Moyen-Orient que vous connaissez bien à l'antenne de RDI, à Radio-Canada régulièrement. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Si vous le voulez bien, un petit extrait du président Hollande et on revient tout de suite après. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, la France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Alors, il a répété ce qu'il avait dit le soir même et de façon beaucoup plus solennelle devant le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Alec Castonguay, vraiment une déclaration de guerre. Il veut aller au Conseil de sécurité, avoir une résolution et tenter, c'est ces mots-là, d'éliminer l'État islamique. Oui, en fait, on a l'impression que depuis maintenant, 1 an et demi, 2 ans, depuis que le groupe armé État islamique prend de l'importance, que tout le monde veut combattre le groupe armé État islamique, mais c'est un peu subordonné à toutes sortes d'autres impératifs géopolitiques dans la région. C'est-à-dire que la France veut combattre le groupe armé État islamique, mais voudrait aussi que Bachar el-Assad, le dictateur syrien, quitte. Même chose pour les États-Unis. La Russie veut combattre le groupe armé État islamique, mais voudrait que Bachar el-Assad reste. D'ailleurs, l'Iran est aussi de cette position-là. La Turquie veut combattre le groupe armé État islamique, mais n'est pas très heureuse que les Kurdes aident les États-Unis et le Canada, entre autres, à combattre le groupe armé État islamique. Donc, aimerait bien aussi que les Kurdes soient un peu moins présents dans la région. Bref, tout le monde a des circonstances géopolitiques qui font en sorte que il n'y a pas vraiment de plan de campagne, il n'y a pas vraiment de grande orientation, de cohérence dans la coalition internationale contre le groupe armé État islamique. On a l'impression que c'est comme une espèce de courte pointe où tout le monde a ses intérêts, puis ils en font tous un peu pour combattre le groupe armé État islamique, mais pas jusqu'au bout, parce qu'il y a d'autres impératifs géopolitiques. Là, on est un peu confronté à la réalité. Il faut que tout le monde s'entende. D'ailleurs, Poutine et Obama se sont rencontrés pour la première fois en tête-à-tête depuis l'invasion de l'Ukraine. Ça montre à quel point on est peut-être prêt à passer à une autre étape. Est-ce que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce que c'est un plan de campagne plus cohérent de la coalition internationale? Mais on va devoir passer à un autre niveau, là, parce que clairement, c'est un échec ce qui se passe là-bas. Là. Et Michel C., on était ensemble à Paris. Évidemment, compte tenu du choc, la réponse devait être de cette nature, en tout cas imprégnée dans l'imaginaire des Français, que la France ne se laisserait pas faire. Mais entre le dire et effectivement être efficace sur ce terrain miné, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Vous savez, ça fait quelque chose comme 1 an qu'il y a des frappes aériennes avec l'aviation des États-Unis, ce qui n'est pas rien, avec la France, avec d'autres pays, dont le Canada. Et la plupart des experts militaires vont vous dire ça n'a rien changé sur le terrain. À la fin, les frappes aériennes peuvent nuire à l'État islamique, peuvent causer des problèmes, mais c'est pas ça qui va régler la situation. Alors, si on dit on va aller au Conseil de sécurité, on va régler le cas du groupe armé État islamique une fois pour toutes, il va falloir envoyer des soldats au sol. M. Obama, aujourd'hui encore, a dit, évidemment, il n'y en est pas question. Le Canada ne le ferait pas non plus, puis la France ne le ferait pas non plus. Alors, vous savez, les frappes aériennes, c'est joli, mais pour l'instant, ça relève plus des relations publiques que de l'efficacité militaire. Sami Aoun, pour régler cette question, puis le mot est grand, régler, là, mais pour tenter de régler, il faudrait donner une perspective politique pour ces pays, la Syrie, l'Irak, tenter d'apaiser cette guerre sunnite-chiite. Bref, c'est d'une complexité inouïe, là. Certainement, mais il semble que les rencontres à Vienne commencent à donner fruit, peut-être un certain brouillon. On ne sait pas s'il sera concrétisé, mais en bref, c'est un gouvernement de transition. Une durée de 18 mois a été fixée, mais qui est toujours sous un débat. Est-ce que les Saoudiens veulent accepter ce 18 mois ou ils le veulent à 3 mois? Les Iraniens insistent que le président Assad devrait être éligible pour briguer encore une fois la présidence. Mais la rentrée de Russie sur la scène donne un peu plus de sérieux. Il y a une certaine complicité qu'on est capable pour l'instant de bien la mesurer entre M. Poutine et M. Obama. Et sur ce point, il semble l'État islamique est dans une situation de crise. Ils sont en train de perdre quelques territoires. Dans les dernières heures, ils ont perdu à peu près 200 villages et hameaux. Ils ont perdu le Sinjar, quelques parties de Ramadi. Alors, il semble qu'il y a un peu plus de sérieux, accompagné avec une vision politique comme sortie de crise. Mais il
faut l'observer. Mais Sami Aoun, êtes-vous d'accord aussi que sans soldats sur le terrain, ça sera difficile de faire l'autre pas? Est-ce que les Russes sont prêts à s'enliser? Ils ont connu, eux aussi, des enlisements. On pense à l'Afghanistan, bien sûr. Quelle est l'autre étape, selon vous? À vrai dire, les trois puissances concernées, la Russie, la France et les États-Unis, sont toujours sur le traumatisme des échecs de leurs interventions et déploiements terrestres. C'est pourquoi la meilleure alternative, c'est de renforcer, et ce qui se fait maintenant, il y a une force kurde qui a été bien entraînée et il semble, elle travaille bien avec un appui de commando et logistique, qu'ils soient des Britanniques ou des Américains. Il y a une force arabe qui se prépare et pour la première fois, la Russie reconnaît qu'il y a de l'armée libre syrienne, elle a un rôle à jouer. Alors ça pourrait donner une porte de sortie, mais rien n'est sûr. Donc vous voyez quand même, Sami Aoun, une lumière là, au bout du tunnel. Vous voyez une possibilité d'apaiser un peu d'abord en Syrie, que le plan russe finalement puisse fonctionner. Après les attentats de Paris, cela révèle bien, il y a un échec de la politique de M. Obama de dire que je veux confiner ce conflit. C'est pas mon conflit, c'est pas ma guerre, mais en même temps, il n'a pas pu empêcher des débordements sur un allié qui est très important, qui est la France. Alors il y a maintenant une urgence de travailler et d'accélérer, mais aussi après le dossier nucléaire qui a été conclu avec l'Iran sans qu'il soit maintenant ratifié disons, solide et dans le béton, mais ça donne une nouvelle page pour les Américains parce qu'ils n'ont plus besoin maintenant d'endiguer l'Iran, ils ont besoin maintenant plus de concrétiser des accords mutuels entre leurs propres alliés, Turquie, l'Arabie saoudite et l'Iran. Alec et Michel C., Justin Trudeau qui garde le cap, qui a dit aujourd'hui, malgré un discours là, plus belliqueux, en tout cas plus agressif des grandes puissances, le Canada se retire comme prévu des bombardements. Un mot là-dessus, Alec, rapidement, Michel? Ben, écoutez, le Canada a fait 2,3 des frappes là, de la coalition internationale en Irak et en Syrie. Donc, on n'est pas un joueur majeur du tout. C'est vraiment les États-Unis qui mènent ce front-là. Ils ont fait 78 des frappes. Donc, que le Canada se retire. La plupart des spécialistes à qui j'ai parlé disent, écoutez, on peut être utile au Canada dans un autre rôle militaire là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment quitter la coalition internationale. Justin Trudeau a été assez clair là-dessus en disant on va rester engagé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, le problème, c'est une question de, je dirais, de timing du côté de Justin Trudeau, c'est-à-dire qu'on a déjà promis de retirer les chasseurs canadiens, de mettre fin à la mission de bombardement. On n'a pas encore expliqué quel volet on allait développer de la mission internationale là-bas, quel volet militaire on allait contribuer. Il y en a beaucoup qui parlent des forces locales. On parlait des Kurdes tout à l'heure, de l'armée irakienne ou de l'armée syrienne libre qui sont sur le terrain, qui doivent prendre en charge ces combats-là, mais ils doivent être appuyés. Est-ce qu'on leur donne du mentorat, de la formation, des armes, des équipements? C'est pas clair. Le Canada, à ce moment-là, peut jouer un rôle important. Il l'a fait en Afghanistan, former l'armée afghane. Donc, il y a une expertise canadienne à aller chercher là-bas, certainement, si le Canada veut jouer un rôle, mais on n'a pas vraiment d'idée si c'est dans cette direction-là qu'on va aller, puis jusqu'à quel point. Et Michel, en fait, diplomatiquement, les gens ont dû écouter M. Trudeau, on entend très bien, mais comme le dit Alec, c'est tellement minime la part des avions canadiens qu'ils ne feront pas une grande histoire publique avec ça. C'est juste le discours qui est à contresens. Oui, il y a le discours qui est à contresens. Il y a la perception qu'on abandonne la coalition quand même, parce que Alec a raison. Là, le Canada dit, OK, on fait juste 2 des frappes, ça vaut pas la peine d'y rester. Mais en même temps, on a dit, on veut rester militairement impliqué dans cette coalition-là. Puis là, on leur dit, ben, OK, qu'est-ce que vous allez faire, vous, le Canada? Ben là, on pourrait entraîner des gens, on pourrait trouver des armes, on pourrait faire ci, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Et si ce qu'on va faire ne sera pas plus dangereux pour des Canadiens que ce qu'on était déjà en train de faire. Vous savez, aller entraîner des Kurdes sur le terrain, il y a peut-être plus de militaires canadiens qui vont se faire tuer de cette façon-là que de pilotes de CF-18. Alors, il faut que le gouvernement canadien, pour qu'il soit pris au sérieux dans cette affaire-là, dise nous enlevons nos avions, mais nous allons faire ceci. Puis la partie mais nous allons faire ceci, là, n'est pas réglée. Pas clair. Je veux vous entendre les trois sur la question des réfugiés qui a pris une autre perspective depuis samedi, depuis qu'on a trouvé ce passeport syrien. Puis d'ailleurs, c'était stratégiquement, il avait le passeport.
il le savait ce qu'il faisait, c'était volontaire pour créer encore des désordres dans ces évacuations de Syriens. Sami Aoun, est-ce que ça change la donne de façon importante selon vous? Il ne faut pas certainement minimiser les craintes au niveau populaire, même au niveau des élites. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est une autre donne. Ici, les réfugiés qui arrivent au Canada sont inscrits dans le système pour la plupart, ils sont écrémés, si vous me passez l'expression, je m'excuse, et il y a une bonne sélection, et ce n'est pas comme ils se s'imposent sur le continent européen. Ici, on a le temps d'aller scrutiner un peu plus, et c'est pas nécessaire de se mettre une date impossible qui est la fin de l'année. On peut commencer à les inscrire, à les scrutiner, et par après, le visa pourrait être livré quelques mois par après. 30 secondes, Michel, 30 secondes, Alec, là-dessus. Écoutez, le problème de M. Trudeau là-dedans du gouvernement va être un problème de la société civile. Pour que ça marche d'amener 25 000 réfugiés dans un premier temps, il faut que la société civile embarque. Aujourd'hui, M. Wall, M. Tory, le maire de Toronto, M. Wall, le premier ministre de Saskatchewan, M. Labaume, le maire de Québec, et jusqu'à un certain point, M. Coderre ont dit, écoutez, c'est pas un concours, cette affaire-là, ça peut arriver un peu plus tard. Il y a des craintes légitimes. Il va falloir que le gouvernement explique ce qu'il fait du côté sécuritaire, puis explique à ses partenaires, les villes sont des partenaires, que comment ça va se passer. Il n'y a pas de date fatidique là, dans cette affaire-là. Noël n'est pas un deadline absolu. Là. Alec? Oui, c'est au gouvernement puis aux dirigeants de garder la tête froide puis d'expliquer aux gens d'abord que effectivement il y a un processus de validation de sécurité qui est fait comme l'expliquait Sami Aoun. C'est pas des gens là qui arrivent soudainement. Écoutez, c'est plus difficile de devenir réfugié au Canada que de venir comme touriste au Canada, là, où on a la liberté de mouvement. Il y a des vérifications de sécurité qui sont faites. Il faut savoir où les gens vont aller vivre, on les déplace. Donc, il y a tout un processus autour du processus de réfugié qui n'existe pas, même, par exemple, quand on est touriste ou même lorsqu'on est résident canadien. Il faut se rappeler que Martin Couture-Rouleau, Zaev Bibeau étaient des gens qui avaient grandi ici au Canada. Ceux qui ont fait les attentats à Paris, la vaste majorité étaient des ressortissants européens qui avaient une liberté de mouvement. Donc, le danger vient pas nécessairement des réfugiés, surtout que le processus de sécurité existe. Le problème, c'est que la crainte des gens vient de la précipitation qu'on a. Voilà. On a l'impression qu'on a mis une date artificielle à la venue des réfugiés, qu'on sera pas capable de faire ce processus-là adéquatement. C'est au gouvernement d'expliquer concrètement pourquoi on est capable d'y arriver. Voilà. S'il faut avoir un délai un peu plus long, avoir un délai un peu plus long. Mais il faut garder la tête froide. Là, en termes de sécurité, il n'y a pas plus de danger d'amener un réfugié ici que de laisser entrer un touriste. Là. Merci beaucoup, messieurs. On va évidemment en reparler abondamment au cours des prochains jours. Merci d'avoir été là ce soir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.